Ici, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide à Washington, à la une de l'actualité ce soir. Les conclusions de l'enquête Mueller rendues publiques aux États-Unis. Un résumé du rapport exonère le président Trump de toute collusion avec Moscou. Les leaders démocrates exigent la publication complète du document. Commentaires et analyses tout à l'heure. Au Mali, le gouvernement limoge les chefs de l'armée au lendemain du massacre de plus d'une centaine de Peuls dans le village de Gossagou. Le président américain se dit totalement disculpé. L'enquête du procureur spécial Robert Mueller a conclu à l'absence d'éléments pouvant prouver une entente avec la Russie lors de la présidentielle de 2016. Dans un résumé du rapport publié hier, l'attorney général William Barr indique également que rien ne permet d'imputer à Donald Trump une quelconque obstruction à la justice. Pour sa part, le Kremlin a de nouveau réfuté ce lundi toute ingérence dans cette campagne électorale. Mais après 2 ans d'enquête, le débat est toujours vif à Washington, où les démocrates réclament d'ores et déjà la publication intégrale du rapport. Notre décryptage à venir, mais d'emblée, ce compte-rendu d'Abdourahmane Dia. Pour le président et ses partisans, il y avait de quoi célébrer. C'était une tentative illégale qui a échoué. Sur 2 ans, l'enquête a conduit à 37 inculpations, avec 5 anciens collaborateurs de Donald Trump ayant plaidé coupables. Le rapport final a été remis au ministre de la Justice William Barr, qui à son tour en a fait un résumé de 4 pages qu'il a remis au Congrès. Mais pour les démocrates, ce n'est pas assez. Ne pensez pas que vous pouvez enterrer ce rapport. Il est important qu'il soit rendu public. En concluant son enquête, le procureur spécial n'a recommandé aucune nouvelle inculpation et aucun autre proche du président n'a été mis en cause pour tentative de comploter en rapport à la présidentielle de 2016. Jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve de coordination, d'entente, de complot entre la campagne de Trump et la Russie pour influencer l'élection. Mais ce n'est pas pour autant la fin de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire russe. D'autres enquêtes sont ouvertes dans différentes juridictions. Les démocrates, eux, semblent déçus mais n'abdiquent pas, espérant trouver une faille à exploiter si jamais le rapport complet est publié. Ce lundi, le Kremlin a de nouveau réfuté toute ingérence dans la présidentielle de 2016 aux États-Unis. Pour nous décortiquer cette actualité, j'accueille Julie-Pierre Nadeau, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Elle nous rejoint de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Pas de collusion, pas d'obstruction, disculpation complète et totale. C'est le locataire de la Maison-Blanche qui l'a tweeté. Le président américain a dénoncé depuis des mois une chasse aux sorcières orchestrée par les démocrates qui, dit-il, n'aurait pas digéré sa victoire surprise face à Hillary Clinton. Robert Mueller est-il venu lui donner raison? En fait, c'est quand même un bon cadeau qu'on a eu aujourd'hui, hier, en fait, pour la campagne Trump, la campagne de 2020 qui va commencer quand même bientôt. En fait, ça vient renforcer le discours, comme vous le disiez, de M. Trump qui disait que c'était une chasse aux sorcières. Cela dit, bien que sa base va être rassurée aujourd'hui et peut-être ça va confirmer leur impression, il ne faut pas oublier que le rapport de M. Mueller est beaucoup plus nuancé que ce que le président a présenté sur Twitter hier. Donc, en ce qui concerne l'ingérence... Nuancé, c'est-à-dire cet aspect d'obstruction à la justice, n'est-ce pas? Bien, d'abord, sur l'obstruction à la justice, en fait, ce que M. Barr a dit dans sa lettre hier, c'est qu'il n'y avait pas de crime prouvé hors de tout doute raisonnable.
raisonnable. Cela dit, ça veut pas nécessairement dire qu'il y avait aucun doute ou aucune preuve contre un membre de l'administration. Sauf que la question qui a tenu ce pays en haleine pendant 2 ans, c'était le fait s'il y avait une certaine collusion avec la Russie. Mais là, Mueller vient de le dire, il n'y a pas eu de collusion. Alors maintenant, il faut dire, comme l'avait déjà dit il n'y a pas longtemps le président Trump, il a encore déclaré aujourd'hui qu'il n'avait aucun problème avec la publication complète du rapport. À 1 an et demi de la prochaine présidentielle, les conclusions du rapport écartent-elles définitivement la perspective d'une destitution par le Congrès du président? Mais la destitution était déjà une avenue qui n'était pas vraiment envisagée, à tout le moins par les leaders du Congrès. Mme Pelosi avait écarté cette possibilité-là. Cela dit, les enquêtes sur d'autres dossiers entourant l'administration Trump, notamment les finances de la Trump Organization, vont continuer d'être menées et ça pourrait soulever d'autres points discutables des agissements du président. Oui, il y a certains qui parlent d'atouts que cela pourrait représenter pour le président face à ses adversaires démocrates en vue d'une réélection en 2020. Mais dites-nous maintenant, en même temps, il y a certains républicains et le président lui-même qui réclament maintenant une enquête sur ceux qui ont été à l'origine de l'enquête Mueller. Il mentionne les noms des anciens de la CIA et du FBI tels que John Brennan, James Comey et Peter Strzok, qu'ils accusent d'avoir voulu fomenter un coup silencieux contre le président. Quelle lecture faites-vous de ces accusations? Oui, c'est un discours qu'on entend de façon répétée depuis un bon moment, depuis le début de l'enquête Mueller, comme quoi c'est une chasse aux sorcières, c'est un coup monté. Il y a déjà une enquête de M. Horowitz, qui est le vérificateur général, en fait, qui fait des enquêtes sur la dynamique interne au FBI, qui regarde s'il y aurait eu des gens qui étaient biaisés et contre Trump et qui auraient orienté leur travail dans l'enquête Mueller et dans d'autres enquêtes. Est-ce que cette enquête-là va être élargie pour inclure le contexte du déclenchement de l'enquête de Robert Mueller? C'est à voir. D'accord. Julie-Pierre Nadeau, vous êtes chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand au Canada. Je vous remercie. Merci à vous. Toujours à Washington, le président Donald Trump a signé ce lundi à la Maison-Blanche un décret reconnaissant officiellement la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Il était aux côtés du Premier ministre israélien. En pleine campagne électorale dans son pays, Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël ne renoncerait jamais à la majeure partie du Golan syrien conquis par l'État hébreu il y a une 50aine d'années, avant de l'annexer en 1981, une annexion qui n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. L'actualité en Afrique, le gouvernement malien a prononcé hier la dissolution d'une milice de chasseurs Dogon et limogé les chefs de l'armée au lendemain du massacre de plus d'une centaine de Peuls. La tuerie a eu lieu dans le village d'Ogosagou, dans le centre du pays. Certaines images sont tellement brutales que nous avons décidé de ne pas les diffuser. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière qu'ait connue le Mali depuis au moins 6 ans. Je vous propose d'écouter Boubacar Kané, le préfet de Bankas, situé à une vingtaine de kilomètres du village attaqué. Une bande de personnes est venue attaquer le village de Ogosagou-Peul très tôt le matin, en brûlant, en tuant les personnes qui étaient là-bas, certains dans leur sommeil, et voilà le résultat. Après Ogosagou, ils sont allés à côté, à 2 ou 3 kilomètres, un autre village, Wellingra. Bon, là-bas, il y a eu un mort parce qu'ils avaient déjà anticipé, ils avaient abandonné leur village. Est-ce qu'il y a eu des survivants? Oui, bien sûr, il y a des survivants. Bon, les soupçons, c'est les milices d'autodéfense, c'est ça, les soupçons sont orientés vers les milices d'autodéfense. Des propos recueillis par Idriss Fall. Quant au président malien Ibrahim Boubacar Keïta, il s'est rendu aujourd'hui dans le village de Gossagou-Peul. Pour de plus amples détails, cap sur Mopti, où nous retrouvons notre correspondant Mamoudou Bokoum. Bonsoir, que pouvez-vous nous dire davantage ?
Bonsoir à tous. Je peux vous dire que le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé aujourd'hui à Mopti 48 heures après l'attaque de Ogossagou Peul, comme vous l'avez dit. Alors il s'est rendu sur place, il était très émotionné et même fondu en larmes en s'adressant à la population de la localité, et il a reconnu sa responsabilité en tant que président de la République, donc il devrait quand même assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Alors le président a présenté ses excuses à la population. Alors dans sa tournée, plutôt dans sa visite dans la région de Mopti, il était accompagné du tout nouveau chef d'état-major général des armées, à qui il a donné des consignes fermes. Plus jamais de tels actes sur une portion du territoire malien. Alors je crois que le message a été entendu par le tout nouveau chef qui sait ce qu'il attend. Après Ouagadougou, le président Ibeka s'est rendu quand même à l'hôpital Cheminée de l'eau, au chevet des blessés, une trentaine environ. Et là-bas, il a remis une enveloppe de 5 millions, mais avant cela, à Ogossagou d'ailleurs, il a donné une enveloppe de 10 millions aux parents des victimes. Donc, cette visite d'une journée du président dans la région de Mopti, c'était pour constater des visites. Mamoudou Bokoum, je vous remercie pour toutes ces précisions. Pour une analyse maintenant, nous recevons la chercheure Niagale Bagayoko, docteur en sciences politiques et spécialiste du Mali. Elle nous rejoint via Skype de Séoul, la capitale sud-coréenne. Bonsoir, ou plutôt bonjour, parce que je sais qu'on est déjà aux petites heures du matin chez vous. Alors pourquoi les affrontements se multiplient entre les Peuls et les ethnies Bambara et Dogon? Bonsoir. Tout d'abord, pour commencer, je pense qu'il est important de dire que ce massacre terrible qui a touché des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des adolescents, démontre la nécessité de ne pas analyser la crise sahélienne et notamment le conflit au Mali uniquement à travers le terrorisme et de l'extrémisme violent. Là, on a affaire à une violence extrême qui puise ses racines dans des affrontements intercommunautaires dont les racines sont séculaires, qui souvent opposent les communautés pastorales, le plus souvent Peuls, aux exploitants agricoles, le plus souvent Dogon et Bambara. Qui En fait, j'allais vous demander pourquoi les groupes armés arrivent-ils à se développer à ce point au Mali, en dépit de l'existence d'une armée malienne et de forces internationales? Alors, je pense qu'il faut distinguer le cas de l'armée malienne et le cas des forces internationales. En ce qui concerne le cas de l'armée malienne, les racines, là encore, sont historiques et s'inscrivent dans le temps long. L'armée malienne, pendant des années, sous les régimes de Modibo Keïta ou de Moussa Traoré, a été utilisée comme un instrument de répression intérieure et non pas comme une armée professionnelle destinée à défendre l'État aussi bien que les populations. Ça fait partie des faiblesses. D'autre part, à la faveur des différentes rébellions et des accords de paix qui s'en sont suivis, les forces armées ont été appelées à quitter un certain nombre de régions du pays, notamment dans le nord. C'est dans ce contexte-là que plus tard sont apparus ces groupes, cette alliance djihadiste et de groupes rebelles venus du nord, qui, contrairement à ce que l'on a dit, ne s'est pas cantonné au nord, mais a également occupé le centre du pays. Et c'est sur ce terreau que sont apparus des groupes djihadistes qui se réclament directement du djihadisme, mais également des groupes d'autodéfense locaux, des groupes relevant du banditisme et également dans un contexte de prolifération des armes auxquelles les forces internationales sur place, je rappelle la MINUSMA d'une part, la force française et également les forces du G5 Sahel, ne sont pas mandatées pour faire face. D'accord. Vous l'avez entendu tout à l'heure, le président Ibeka s'est donc rendu ce lundi dans le village qui a été pris pour cible ce week-end. Ces attaques récurrentes illustrent-elles les difficultés de l'État malien à contrôler ces groupes armés? Alors, selon moi, ça illustre à la fois la difficulté de contrôler les groupes armés, mais aussi la difficulté de sinon de les instrumentaliser, en tout cas d'essayer de s'appuyer sur eux pour mener une certaine politique sécuritaire. On sait que le gouvernement malien s'est appuyé sur le Gatia, composé majoritairement par des membres de la communauté Imrad, pour l'appuyer dans sa lutte contre
les autres groupes armés. Bagayoko, le temps fait défaut. Je vous remercie. Vous êtes docteur en sciences politiques et spécialiste du Mali. Merci beaucoup. Merci. Vous regardez Le Monde aujourd'hui. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique au programme de la seconde partie de votre journal. Promouvoir le rôle de la femme africaine dans le monde de la technologie, l'initiative Miss Africa Digital va débloquer des fonds pour encourager les Africaines à se tourner davantage vers le numérique. Une start-up nigériane qui fait du business avec les déchets, WeCyclers décroche le prix Roi Baudouin pour le développement de l'Afrique. Et dans l'actualité sportive, pour la première fois de son histoire, le Burundi se qualifie pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est lundi et c'est le jour de votre rubrique Afrotech avec Arzouma Compaoré. Bonsoir Arzouma, ravi de vous retrouver. Bonsoir Jacques. Et bonsoir à tous et à toutes. Tout de suite, l'initiative Miss Africa Digital à travers la DCA Academy a annoncé un financement initial de $5 000 US pour encourager les Africaines dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Le financement de cette année vise à créer davantage d'opportunités de formation en informatique, en leadership et aux emplois. Pour faire acte de candidature, vous devez être africaine, âgée de 18 ans au moins, soumettre votre demande en anglais, fournir des preuves d'une existence dans le domaine technologique et présenter un projet destiné aux femmes et aux filles dans le domaine de l'informatique. Alors, le programme Miss Africa Digital est le premier dans le genre, programme panafricain pour les femmes dans la technologie. Les inscriptions cette année ont débuté depuis le 10 mars et la date limite de dépôt des candidatures est le 2 juin 2019. Et dans votre focus de la semaine, je dois dire que vous allez parler de quelque chose qui, pour moi, paraît compliqué. C'est pas faux. Nous parlons aujourd'hui de géolocalisation entre les systèmes GPS des Américains, Galileo des Européens, Beidou des Chinois ou encore GLONASS des Russes. L'Afrique attend toujours son système. L'expert en géolocalisation Herman Djesongo nous parle ici de l'importance stratégique des systèmes de positionnement pour le continent. Le GPS, ce n'est pas seulement le positionnement. Le GPS, le cœur du GPS, c'est le temps qu'il fournit. Il utilise des montres atomiques pour fournir le temps avec une exactitude dans le nanoseconde. Et on utilise ça aujourd'hui pour synchroniser beaucoup de systèmes, que ce soit les serveurs, que ce soit les réseaux électriques. Et donc, vous voyez que quand vous donnez ce domaine stratégique, vous dépendez de puissances extérieures. Le jour que vous êtes en conflit avec eux et qu'ils coupent ce câble-là, ben, naturellement, vous êtes sur le carreau. Donc, il y a certains pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, qui ont compris ça. Et il y a ces pays-là, ils sont d'abord en train de faire de la recherche et puis voir dans quelle mesure quand même ils peuvent offrir au continent africain une certaine indépendance par rapport aux puissances que j'ai citées auparavant.
Voilà, vivement donc plus de satellites africains dans l'espace. En attendant, l'Inde avec son système IRNSS et le Japon avec Michibiki sont les autres puissances qui disposeront bientôt de leur propre système de radio-navigation. Oui, en fait, Arzouma, cette géolocalisation me donne une petite idée. Pourquoi ne pas créer une petite rubrique pour expliquer tous ces termes un peu compliqués, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'on va y penser. Voilà, il faudra y penser. Alors maintenant, folie d'invention, Arzouma. Tout à fait. C'est une prouesse à la fois médicale et technologique qui nous vient de Chine. Pour la première fois, une chirurgie cérébrale effectuée à distance entre Hainan et Beijing grâce à la technologie 5G fournie par China Mobile. Le réseau 5G, caractérisé par une vitesse élevée, une large bande passante et un délai d'attente faible, a garanti la stabilité, la fiabilité et la sécurité de l'opération qui d'ailleurs s'est déroulée presque en temps réel, le contrôle du bras robot à distance ayant été possible grâce à un logiciel spécial. Aux dernières nouvelles, le patient atteint de la maladie de Parkinson se porte très bien après l'opération. Voilà, c'est sur ces notes que se termine Afrotech. On se dit à la semaine prochaine pour encore plus de tech sur le continent et partout ailleurs dans le monde. Voilà, l'homme qui comprend la géolocalisation, 5G, etc. Merci bien, Arzouma. À lundi prochain. À lundi prochain. Merci bien. WeCyclers, une start-up nigériane, a remporté le prix Roi Baudouin pour le développement de l'Afrique 2018-2019 d'une valeur de 200 000 €. Elle travaille avec les ménages à faible revenu pour recycler leurs déchets et les rémunérer en retour. Irénée Hermanungbo nous en dit davantage. Lagos, la mégapole du Nigeria, produit des déchets en abondance. C'est 21 millions d'habitants générant environ 10 000 tonnes de déchets par jour. Une société de recyclage collecte le plastique et les canettes usées qu'elle transforme. Résultat, WeCycler remporte le prix Roi Baudouin, une reconnaissance internationale pour sa contribution à la recherche de solutions aux défis environnementaux. C'est surréaliste, presque inimaginable, parce que nous sommes partis humblement de nulle part. WeCyclers a commencé avec un seul vélo qui passait de maison en maison pour collecter le plastique. Et recevoir ce type de récompense est tout comme si le rêve devenait réalité. Et cela va nous ouvrir de nombreuses portes. WeCycler collecte des déchets ménagers d'environ 17 000 foyers des banlieues de Lagos. Le prix Roi Baudouin pour le développement de l'Afrique reconnaît le travail des Africains qui apportent une contribution exemplaire au développement du continent. Ils ont fait forte impression auprès du comité de sélection. Les candidats ont été sélectionnés parmi 244 candidats. Le processus a donc été difficile. 2 membres du comité de sélection les ont visités l'été dernier et se sont rendus compte qu'ils développaient une solution de base très efficace et très locale pour un énorme problème, un énorme défi, la gestion des déchets. L'entreprise collecte les déchets des ménages à faible revenu en leur attribuant des points pouvant être échangés contre de l'argent, de la nourriture et des articles ménagers. Ce qui fait que les clients apportent désormais eux-mêmes leurs matières recyclables à l'usine. Ces tonnes de déchets collectés chaque mois sont ensuite compressées puis vendues à des entreprises de recyclage locales. Et Yacouba Ouedraogo nous rejoint pour un tour complet de l'actualité sportive, y compris les grands événements du week-end. Pour une fois, il n'est pas debout, il est assis et il est à côté de moi. Laisse-moi profiter au maximum. Ah ben oui, et pourquoi pas une petite poignée de main. Ça marche. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à vous. On va parler de l'éliminatoire de la CAN 2019, Égypte 2019, donc dont la dernière journée s'est jouée ce week-end sur le continent. Il manquait 10 pays et depuis ce week-end, donc, on connaît toutes les 24 équipes qualifiées pour la CAN Égypte 2019. On va les découvrir. 14 pays avaient déjà décroché leur ticket avant la 6e et dernière journée disputée donc ce week-end. Les 10 autres ont composté leur billet lors de cette dernière journée. Le Sénégal, Madagascar, le Maroc, le Cameroun, le Mali, le Burundi, l'Algérie, le Bénin, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Kenya, le Zimbabwe, la RD Congo, la Guinée, la Côte d'Ivoire, l'Angola, la Mauritanie, la Tunisie, l'Égypte, la Guinée-Bissau, la Namibie, l'Ouganda et la Tanzanie. Et donc, parmi les pays qui ont attendu la dernière journée pour se qualifier, on a le tenant du titre, le Cameroun. Les Lions indomptables ont obtenu
bien après leur victoire 3-0 sur les Comores. Eric Maxime Choupo-Moting a ouvert le score pour les Lions avant que Christian Bassogog et Clinton Ndiaye ne corsent l'addition. Dans un stade, vous le voyez, acquis à la cause des Lions. Sans trembler donc, le Cameroun se qualifie pour la CAN Égypte 2019. Un ouf de soulagement, bien évidemment, pour le sélectionneur des Lions indomptables, le néerlandais Clarence Seedorf. Suivez. C'est une belle journée de bonheur, bien sûr, parce que la CAN camerounaise a été reportée à 2021. Ce fut une déception. Ce soir, nous pouvons l'oublier et commencer à regarder vers l'avant à nouveau. C'était un spectacle fantastique à la fin, dans des conditions difficiles. Alors, Jacques, je ne suis pas seul ce soir pour en parler. On va tout de suite aller à Yaoundé pour retrouver par téléphone Joseph Antoine Bell, ancien international camerounais et consultant sportif. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Avec nous également Christophe Nkuruziza Jacques, si vous ne le savez pas, c'est l'ancien capitaine des Hirondelles du Burundi, qui est également correspondant de la VOA à Bujumbura. Donc, Christophe, bonsoir. Et donc, on va sans doute essayer de retrouver Christophe tout à l'heure. Justement, et donc, 3 pays vont découvrir cette CAN pour la première fois. Il s'agit de Madagascar, de la Mauritanie et depuis donc ce week-end du Burundi. Il y a eu une explosion de joie dans les rues de Bujumbura. Au coup de sifflet final du match Burundi-Gabon, score final donc 1-1, suffisant aux Hirondelles pour arracher le précieux sésame de la qualification dans le groupe C. Malgré le retour en sélection de Pierre-Emerick Aubameyang, les Hirondelles accompagneront donc les Aigles maliens qualifiés bien avant ce groupe. Alors, Joseph Antoine Bell, le Burundi qui se qualifie pour la première fois de son histoire à la CAN 2019. Et donc, on va retrouver bien sûr Joseph Antoine Bell. Alors, Joseph, je le disais, oui. Le Burundi qui se qualifie pour la première fois de son histoire pour la CAN. Avant le Burundi, il y avait la Mauritanie, il y a eu Madagascar. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? D'abord, c'est une bonne chose, mais je pense que tout le monde aura plutôt à l'idée que c'est le passage à 24 qui a permis à ce pays de se qualifier. Et lors des discussions pour savoir si c'était une bonne idée, on évoquait surtout la possibilité pour des petits pays, entre guillemets, de se qualifier. Aujourd'hui, on peut se rendre compte, par exemple, que Madagascar était premier de son groupe. À un moment donné, ça veut donc dire qu'ils n'ont pas véritablement eu besoin du coup de pouce du nombre pour être bons. On peut se rendre compte que le Burundi, par exemple, se qualifie. Et donc, apparemment, on a perdu également Joseph Antoine Bell, mais on va sans doute essayer de le retrouver d'ici là. Et donc, Joseph le disait, le Burundi s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour la CAN. Avant le Burundi, il y a eu la Mauritanie, il y a eu Madagascar. Il expliquait cela en partie par le fait que la CAN soit désormais élargie à 24 équipes au lieu de 16. Et donc, tout cela contribue à aider bien sûr les Burundais qui ont explosé de jeu, on va le rappeler, depuis la qualification des Hirondelles dans la capitale burundaise. Et donc, voilà, ce sont ces formations-là comme ça qui... Joseph le disait, c'est dû en partie à l'élargissement, mais il faut rappeler tout simplement que le Burundi s'est quand même qualifié devant le Gabon, qui a quand même une star comme Pierre-Emerick Aubameyang dans ses rangs. Et donc, ce n'est pas uniquement le fait, on l'estime, du fait de l'élargissement à 24 équipes, parce que le Burundi a quand même réussi à se défaire du Gabon. Et vous le voyez dans les images là, les Burundais qui jubilent dans... Yacouba Ouedraogo, je vous remercie. Merci à vous. Très bientôt. À demain. N'est-ce pas, vous revenez. Voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine. Merci à toute l'équipe. À demain.